Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter et partager. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, on passe à l'épisode. Au cours des différentes histoires d'exoplanètes que j'ai eu l'occasion de vous raconter, j'ai déjà très souvent évoqué le thème des planètes habitables. Après tout, si l'on désire rechercher une possible trace de vie ailleurs que sur Terre, ce sont ces planètes qui représentent le plus gros potentiel. Le problème est que, vous le savez probablement déjà, les planètes comme la Terre sont très loin de représenter la diversité des mondes qui nous entourent. Certaines sont même tout l'inverse de ce que l'on pourrait qualifier d'habitable. Et pourtant, elles représentent, elles aussi, un intérêt scientifique certain. Pour cette nouvelle histoire d'exoplanètes, je vous propose donc de faire un petit tour des planètes les plus chaudes connues à ce jour. Et vous allez voir, le sujet s'annonce passionnant. Mais avant de pleinement commencer ce nouveau voyage hors de notre système solaire, je vous propose justement de faire un rapide résumé de ce que l'on trouve dans notre système. Comme vous connaissez déjà les planètes dont je vais parler, promis, ce ne sera pas long. Quand on parle de chaleur extrême, deux planètes peuvent répondre à ce titre, Mercure et Vénus. Dans le cas de Mercure, c'est sa proximité directe avec le Soleil qui va la faire se réchauffer. Dépourvue d'atmosphère significative, Mercure ne peut en effet compter que sur les radiations du Soleil pour faire grimper son mercure. Quand je dis que l'atmosphère de Mercure est quasiment inexistante, ce n'est pas qu'une façon de parler. 10 tonnes de gaz seulement la composent, principalement du sodium, du magnésium et de l'oxygène. Pour l'anecdote, notre Lune, elle, en compte 25. Sans atmosphère pour homogénéiser sa chaleur, les températures de Mercure peuvent aller de 420 degrés le jour à moins 180 la nuit. Pour terminer, Mercure se trouve à une distance variant de 47 à 70 millions de kilomètres du Soleil. Vénus, elle, est en revanche bien plus éloignée du Soleil. 108 millions de kilomètres la séparent en effet de notre étoile, et elle reçoit ainsi beaucoup moins d'énergie de notre étoile que Mercure. Pourtant, la température moyenne de Vénus est de 460 degrés, soit près de 40 au-dessus de celle de Mercure. Cette différence est tout simplement due au fait que l'atmosphère de Vénus est composée à 96% de dioxyde de carbone. Sans être le gaz à effet de serre le plus puissant, cette concentration gigantesque réchauffe considérablement plus la planète. En temps normal, quand une planète est chauffée par les radiations de son étoile, elle va irradier une partie de cette chaleur en retour. Ce que l'atmosphère fait, et ce que les gaz à effet de serre sont particulièrement bons à faire, c'est empêcher la planète de réfléchir cette chaleur en la renvoyant vers la surface. Mais comme je le disais, le dioxyde de carbone, le CO2 donc, n'est pas le meilleur gaz à effet de serre, et l'un des plus puissants que le CO2, c'est l'eau. C'est d'ailleurs comme ça que Vénus a probablement commencé à se réchauffer avec l'évaporation de son eau. Car c'est une contrainte supplémentaire qu'il faut prendre en compte pour espérer trouver de la vie sur une planète. Si elle a trop d'eau et qu'elle est un peu trop proche de son étoile, Vénus nous montre ce qu'il peut se passer. Mais je crois que je vais garder cet aspect pour une future vidéo et conclure la partie système solaire. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les radiations qu'un objet reçoit ne vont pas être le seul élément qui va jouer sur sa température. Son atmosphère, et donc sa capacité à garder la chaleur du Soleil, va être l'un des éléments les plus importants. Sa surface va aussi jouer un rôle. Encelade, par exemple, est à moins 200 degrés comme température de surface. Thétis, une autre lune de Saturne, et avec une surface moins réfléchissante que la glace et la neige d'Encelade, monte, elle, à moins 187 degrés. Bref, assez parlé des endroits froids, il est peut-être temps, justement, de parler des planètes les plus chaudes, et d'une qui vient de faire parler d'elle dans l'actualité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il va,
Encore falloir parler technique. Les Jupiters chauds. Cette classe de planètes désigne des planètes dont la masse est supérieure à Jupiter et dont la température dépasse 1000 degrés Kelvin, soit plus ou moins 730 degrés Celsius. Néanmoins, cela n'empêche pas certaines planètes avec une masse légèrement inférieure à Jupiter d'être également des Jupiters chauds. L'un des meilleurs exemples, c'est Osiris, aussi nommé AFD 209458b. Comme son nom l'indique, elle se trouve autour de l'étoile AFD 209458, une étoile de type naine jaune, semblable au Soleil. Découverte en 1999, la planète A, pour l'anecdote, était redécouverte dans d'anciennes données de 1989 à 93 de la mission Hipparcos, qui devra d'ailleurs avoir un épisode dédié. Elle a une masse de 0,7 fois et un rayon de 1,3 fois celui de Jupiter, ce qui confirme le fait qu'il s'agit d'une géante gazeuse, celle-ci étant peu dense. Ce qui la rend intéressante pour cette vidéo, c'est qu'elle orbite à près de 7 millions de kilomètres de son étoile. Une année y dure ainsi 3 jours et demi, et sa température est estimée à 1000 degrés Celsius. De plus, la proximité avec son étoile, et comme pour toute planète avec une atmosphère proche de son étoile, provoque très probablement une vaporisation importante de celle-ci de par les radiations et les vents solaires. La planète doit, ainsi, très probablement ressembler à une comète géante, si tant est que la comparaison soit la meilleure. Et pourtant, elle est loin d'être la plus chaude. À ce jour, ce titre revient à Kelt 9b. L'annonce de sa découverte a été faite en 2016, découverte réalisée par Kelt via la méthode des transits. Je n'avais pas prévu de faire de parenthèse là-dessus, mais il va falloir. Quand on parle de chasse aux exoplanètes, on pense directement à des télescopes géants, ou tout du moins de taille correcte, même si des télescopes amateurs modestes peuvent déjà s'y coller. Kelt, lui, est un réseau de 2 télescopes, l'un en Arizona et l'autre en Afrique du Sud. Kelt, pour Kilodegree Extremely Little Telescope, compte sur 2 appareils basés sur un objectif de 4,2 à 7,1 cm d'ouverture et des caméras couvrant un bout de ciel d'environ 10 degrés sur 10 degrés. La preuve que l'on peut faire de la chasse aux exoplanètes sans pour autant devoir lancer de télescopes spatiaux ou construire un miroir de 20 mètres. Kelt 9b orbite autour d'une étoile de type B, classe d'étoiles dont la masse va de 2 à 16 fois celle du Soleil. Dans le cas de celle-ci, elle est 2,5 fois plus massive que le Soleil. Située à 670 années-lumière d'ici, la planète orbite à 4,4 millions de kilomètres de son étoile. L'étoile étant de plus chaude que le Soleil, et encore en plus particulièrement chaude pour sa classe, elle chauffe sa planète à plus de 4800 degrés. Certaines couches de son atmosphère monteraient d'ailleurs à 10 000 voire 11 000 degrés. Elle est ainsi suffisamment chaude pour littéralement casser les atomes d'hydrogène qui se reforment probablement du côté nuit. Nuit qui doit d'ailleurs y être probablement éternelle, la planète étant, de par sa proximité, vraisemblablement verrouillée gravitationnellement, présentant toujours la même face à son étoile. Une récente étude, publiée le 2 janvier 2020, montre cependant la présence de certains oxydes de métaux et de composés hybrides dans son atmosphère. Cela indique, ainsi, que le comportement de ce type d'atmosphère est peut-être plus complexe qu'on ne le pense. Pour finir, la planète fait partie des Jupiters ultra chauds, des Jupiters chauds dont la température peut monter jusqu'à 2200 Kelvin. Il est, d'ailleurs, amusant de noter que Kelt 9b est plus chaude que certaines petites naines rouges, étoiles dont la température de surface tourne plutôt autour des 3500 degrés. Et enfin,
elle perd entre 18 et 68 fois l'atmosphère de la Terre chaque milliard d'années. Pour terminer, je vous propose de passer à Gliese 486b. Récemment découverte, elle orbite autour d'une petite naine rouge, située à seulement 26 années-lumière de la Terre. Cette planète est, toutefois, bien plus modeste. Elle ne fait en effet que 1,3 fois la largeur et 2,3 fois la masse de la Terre. Sa température de surface est estimée à 430 degrés Celsius et, ce qui fait d'elle une planète intéressante, c'est qu'elle est suffisamment froide pour avoir une atmosphère et la garder sur le long terme. Comme on peut l'observer via ses transits, ses passages devant son étoile et les vitesses radiales, le mouvement de son étoile qu'elle provoque, cette planète et son atmosphère s'avéreront particulièrement intéressants à étudier. De plus, sa proximité avec nous devrait, un peu plus, faciliter les observations. Ce qui la rend si intéressante, c'est que l'étude de son atmosphère devrait nous permettre de mieux comprendre comment les planètes rocheuses gardent ou perdent leur atmosphère, leur composition et j'en passe. Pour terminer, sa densité indique qu'elle est très probablement riche en fer et silicates, comme la Terre. Il y a, ainsi, fort à parier qu'elle doit être volcaniquement active, de façon même assez intense. Ce qui doit rendre son paysage encore plus particulier, et sa dynamique interne aussi, est qu'elle présente logiquement toujours la même face à son étoile, ne recevant pas de chaleur de la même façon, contrairement à Vénus. La chaleur reçue et le volcanisme probablement hyperactif doivent ainsi en faire un véritable enfer. Dans tous les cas, cette découverte, et celles qui vont suivre, seront très intéressantes à suivre, et soyez certains que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.